Nous sommes en l'an 511, en Gaule, sous le règne de Clovis, le roi des Francs. Alors que les Saliens contrôlent les 3/4 de l'ancienne conquête de César, les conquérants cherchent à gagner le cœur des habitants pour les gouverner. D'abord, le souverain se convertit à la chrétienté sous les bons conseils de sa femme Clotilde et de son ami l'évêque de Reims. Ensuite, il obtient la confiance de Constantinople, dont l'autorité est encore perçue comme légitime par l'opinion. Une fois ces deux conditions remplies, Clovis s'applique à rendre son gouvernement pérenne en s'appuyant sur l'Église. Seulement, après 30 ans de règne, le roi des Francs tombe malade et gît agonisant sur son lit de mort. La question qui se pose à la cour de Paris est la suivante: comment protéger l'héritage du fondateur sur le long terme? Ses fils vont-ils se porter garant de l'unité et des intérêts supérieurs de la population? La reine Clotilde va-t-elle prendre le relais de son défunt mari? Dans ce nouvel épisode, nous essaierons de comprendre l'évolution du royaume des Francs après la mort de Clovis. Dans un premier temps, nous verrons comment s'organise la société sous le règne des Mérovingiens, puis, dans un second temps, nous essaierons de comprendre comment la dynastie s'est peu à peu effacée au fil du temps. En effet, il semble que les violences et les assassinats en série l'ont affaibli au point de l'écarter complètement du pouvoir. L'occasion, pour des personnages tels que Charles Martel, de prendre en charge les affaires du royaume. Cette vidéo est sponsorisée par Bloodline, un jeu de rôle de type fantasy disponible gratuitement sur mobile. Si vous aimez les histoires de lignée familiale et les guerres de trône qui en découlent, venez construire vos propres champions dans Heroes of Litas. Le principe est simple, vous bâtissez votre maison en combinant des créatures différentes. Elfes, démons, orques, nains et bien plus encore. Grâce à un système de mariage, vos champions hybrides ont des apparences et des compétences uniques. Par la suite, l'objectif est d'explorer le monde, d'affronter les ennemis qui vous barrent la route et de bâtir un royaume invincible pour perpétuer votre héritage. En plus, avec l'arrivée d'Halloween, Bloodline s'enrichit d'un nouveau clan vampire qui débarque sur le jeu dès le 27 octobre. En participant à l'événement pour la fête des morts, vous obtiendrez un champion maudit dès le 7e jour. L'occasion d'enrichir votre lignée avec du sang de mort-vivant qui, à coup sûr, vous donnera un avantage sur le champ de bataille. Bref, Bloodline, jeu de rôle immersif au design époustouflant, vous apportera de l'intrigue et du challenge à vos heures perdues. Téléchargez le jeu en cliquant sur le lien juste en bas de la vidéo ou en scannant le code QR qui s'affiche à l'écran. Vous obtiendrez ainsi un pack de démarrage gratuit d'une valeur de 20 $, ainsi que 10 potions d'énergie, 100 000 pièces d'or et 100 diamants pour bien vous lancer. Bien sûr, c'est sans oublier le champion vampire qui vous attend pour Halloween. Alors si vous pensiez tout maîtriser des intrigues de dynastie où règne la violence et le complot, venez tester vos compétences dans Bloodline Heroes of Litas. Nous verrons alors si votre royaume réussit à se maintenir dans le temps. En 511 après Jésus-Christ, Clovis est atteint d'un mal incurable pour la médecine de l'époque. Dans son palais parisien, la question de la succession est dans tous les esprits. Mais avant de s'y intéresser, regardons à quoi ressemble vraiment le royaume des Francs que le fondateur laisse derrière lui. Comme nous l'avons vu dans l'épisode 2, la politique mérovingienne s'organise autour de 3 entités. L'Église, le roi des Francs et les Gallo-Romains, placés sous la supervision symbolique de l'empereur d'Orient. Symbolique, parce que si l'autorité de Clovis sur les Gallo-Romains s'exerce au nom de Constantinople, les Orientaux n'ont pas de pouvoir de contrainte sur le mérovingien. Tout au plus, la monnaie est encore frappée à l'effigie de l'empereur, faisant du roi un consulatus, ou un consul honoraire en français. Mais à l'époque, le consul est indépendant dans la province qu'il contrôle, si bien que le franc n'a pas de compte à rendre. De plus, Clovis s'est appuyé sur les élites locales pour gouverner. Que l'on parle des évêques ou bien des comtes, ce sont généralement de puissants aristocrates qui possèdent de gigantesques terrains. Leurs terres sont entretenues par des paysans, dont les familles ont fui des invasions barbares, qui labourent leurs champs pour une bouchée de pain. En prenant le pouvoir, le mérovingien a simplement renouvelé ses privilèges. Alors la question qui se pose est la suivante: les nouveaux dirigeants sont-ils plutôt une continuité ou une rupture avec l'Empire romain? Dans la vie quotidienne, le véritable changement après la chute de Rome se trouve surtout dans les affaires juridiques. Auparavant, l'État était garant d'un droit universel qui concernait tout le monde. Que l'on soit un aristocrate, un prêtre, un militaire ou un paysan, les droits et les devoirs de chacun se trouvaient écrits dans un code. Ne pas respecter le code, quelle que soit la richesse ou le rang de l'accusé, valait un procès en bonne et due forme. Les juges devaient alors demander réparation selon les dispositions prévues par le code, et en cas de refus, la troupe pouvait intervenir pour s'assurer que justice soit rendue. Bien sûr, les lois romaines étaient très sévères de notre point de vue. Par exemple, elles donnaient le droit de posséder un esclave,
Ou encore, elles encadraient le partage du butin pris à l'ennemi. Mais au moins, tout était clair et bien défini dans le code de Théodose. Dans le royaume franc, en revanche, ce droit universel a laissé place à ce qu'on appelle la personnalité des lois. En clair, si l'on fait partie de l'Église, on est jugé selon le droit canon, c'est-à-dire des codes écrits par les évêques. Si l'on fait partie des Francs, on est jugé selon la loi salique, un code écrit par les Mérovingiens. Et si l'on est gallo-romain, c'est toujours le code de Théodose qui s'applique. Simplement, là où Rome était un État fort, capable de rendre la justice, le royaume franc n'a pas tellement le contrôle total de son territoire. Mettons, par exemple, qu'un évêque se soit battu avec un aristocrate et qu'un guerrier franc soit intervenu pour les séparer. Convoquer ces trois parties devant le juge peut relever du miracle. En effet, en l'absence de garnison, qui peut vraiment contraindre un accusé à se présenter à son procès? Et si par chance, chaque partie se présente de son plein gré devant le juge, comment les départager alors que la loi n'est plus universelle? Le gallo-romain ne jure que par le code de Théodose, l'évêque par le droit canon et le franc par la loi salique. En l'absence d'un code, unique et collectif comme au temps de Rome, les juges sont bien incapables de garantir les droits. Ainsi, comme l'État est faible et que la loi n'est pas claire, les familles se font souvent la guerre pour réclamer justice. Si l'un est accusé d'avoir tué une vache, alors les propriétaires de l'animal peuvent détruire sa maison pour se venger. Mais comme une maison détruite vaut davantage qu'une vache, la famille désormais sans abri réclame vengeance à son tour. Là est sûrement la vraie rupture avec l'Empire romain. Il n'y a presque plus d'autorité pour assurer la justice sur le territoire. Désormais, les Gallo-romains passent d'un régime de justice universelle au règne de la violence privée et du règlement de compte. Après ce qu'on appelle la chute de Rome, l'autorité centrale semble faillie dans les territoires gaulois. Pour se protéger des vols, des violences et des injustices, les habitants doivent demander la protection des riches et des seigneurs locaux. Mais alors, qu'en pensent les Mérovingiens qui sont les garants de la paix civile dans leur royaume? Le problème, c'est que les dirigeants ont la tête ailleurs. En effet, en 511 après Jésus-Christ, Clovis agonise et laisse 4 fils derrière lui. Or, selon la loi salique, l'héritage du père ne revient pas forcément au fils aîné. Au contraire, celui-ci est partagé entre tous ses enfants. La reine Clotilde supervise le bon déroulement de la procédure. Le royaume des Francs est d'abord découpé en 4. Le royaume d'Orléans, au nord et au sud de la Loire, le royaume de Paris, qui longe les côtes de la Manche, le royaume de Soissons, qui comprend les terres des Francs-Saliens plus l'Aquitaine, et le royaume de Reims, avec une partie au nord-est et une partie au sud. Compliqué donc de s'y retrouver, car 2 des 4 découpages n'ont pas de frontières homogènes. La raison est simple, parmi les 4 fils de Clovis, le premier, Thierry, était issu de son premier mariage. Selon la tradition, il devait recevoir une part équivalente à celle de tous les autres fils issus de la seconde union. En conséquence, il était logique de lui céder presque la moitié du royaume. Ensuite, le dernier enfant issu de l'autre mariage, qu'on appelait Clotaire, devait recevoir une plus belle part que ses 2 frères. Dans un premier temps, le morcellement du royaume n'empêche pas les Francs de se montrer dignes du conquérant Clovis. Pendant 2 décennies, Clotilde gère les affaires de ses enfants, encore en bas âge, puis les pousse à s'affirmer au fil du temps. En 531, la Thuringe est conquise pour venger un affront fait à la famille. En 534, Clotilde réclame son héritage à la cour de Burgondie, elle qui a vécu là-bas pendant 20 ans. En 537, quand l'Empire d'Orient part à la conquête de l'Italie pour reprendre Rome, les Ostrogoths achètent la neutralité des Francs. La Provence, ainsi que le nord des Alpes, sont cédés aux Mérovingiens. Alors, de l'extérieur, les royaumes francs ont l'air de bien s'en sortir, puisque le domaine s'est agrandi au fil du temps. En revanche, les succès militaires ne sauraient cacher les règlements de compte entre les fils de Clovis. Car si la loi salique impose le partage du patrimoine entre tous les fils, chacun d'entre eux fait naître des enfants qui, à leur tour, doivent se partager le territoire du père. Ainsi de suite, si chaque héritier fait beaucoup d'enfants mâles, le royaume franc ne ressemblerait plus à rien après quelques générations. Plus à rien, sauf si certains héritiers sont tondus, car les Mérovingiens associent la chevelure au pouvoir, ou bien tués, de sang-froid, et enterrés 6 pieds sous terre. Par exemple, quand le deuxième fils de Clovis meurt après une bataille avec les Burgondes, il laisse son royaume d'Orléans avec 3 jeunes garçons. Mais comme les enfants sont mineurs et qu'un redécoupage affaiblirait la dynastie, les frères du défunt demandent à Clotilde ce qu'il convient de faire. Embarrassée, la reine-mère voudrait protéger ses petits-enfants, mais la raison du royaume passe avant tout. S'ils ne peuvent régner, déclare-t-elle, mieux vaut les voir morts que tondus.
Le premier garçon, de 10 ans seulement, se prend un coup de couteau dans l'aisselle de la part de son oncle. Le second d'à peine 7 ans est étranglé après avoir été jeté sur le sol. Seul le petit dernier, qu'on appelle Clodoald et qui n'a que 2 ans, est épargné par le massacre. Il aurait été caché dans un monastère et a su consacrer le reste de sa vie à la religion chrétienne. Plus tard, Clodoald prendra le nom de Saint-Cloud en hommage à l'église qu'il a fait construire près de Paris. Tant bien que mal, les Mérovingiens réussissent à maintenir l'héritage de Clovis et le renforcent. Comme les affaires de dynastie n'ont que très peu d'impact sur la vie quotidienne, les rois sont toujours appréciés par les habitants. Par contre, un peu plus tard, 2 événements viennent tout remettre en cause. D'abord, la mort de Thierry en 534, puis la mort de son seul héritier peu de temps après. Ensuite, la mort de Childebert sans descendance. Or, la loi est très claire, puisque Clotaire est le seul héritier mâle encore en vie, c'est à lui que revient tout le territoire. En 558, le roi de Soissons devient le roi de tous les Francs comme son père avant lui. Par contre, la loi salique étant toujours en vigueur, les provinces sont encore réparties entre ses fils après sa mort. Caribert, qui meurt vite, laisse ses petits frères Gontran, Sigebert et Chilpéric se partager la Gaule. L'aîné, Gontran, devient roi de Burgondie, le cadet, Sigebert, devient roi d'Austrasie, et le benjamin, Chilpéric, devient roi de Neustrie. Alors, comment les petits-fils de Clovis vont-ils s'y prendre pour mener les affaires du royaume? La dernière fois que les Francs se sont répartis le territoire, les choses s'étaient plutôt bien passées malgré des règlements de compte dans la famille. L'ennui, c'est que lors de la seconde division, la reine-mère Clotilde est décédée depuis plus de 10 ans. En conséquence, plus personne n'est là pour superviser l'intérêt supérieur des Mérovingiens. Lorsqu'une dispute éclate entre Sigebert et Chilpéric, c'est tout l'héritage de Clovis qui menace de s'effondrer. En effet, la situation dégénère quand une jeune femme du nom de Frédégonde, amante secrète du roi Chilpéric en Neustrie, aurait poussé ce dernier à tuer sa reine. Officiellement, on l'a retrouvée étranglée sur son lit, mais personne n'est dupe car Frédégonde devient reine seulement quelques jours après. Or, la défunte était la sœur de la femme de Sigebert, le roi d'Austrasie, qu'on appelle Brunehaut. Ravagée par le chagrin, la reine demande réparation pour ce crime. Elle invoque alors la Fède, c'est-à-dire une loi germanique qui permet de régler ce type d'affaires, et demande au roi de Burgondie, Gontran, d'être l'arbitre de ce conflit. En 568, la femme de Sigebert demande donc réparation pour le crime commis par la femme de Chilpéric. Gontran essaie de trouver un compromis, mais ses 2 frères campent sur leur position. Et puisqu'aucun accord n'est trouvé, le différend ne peut se régler que par les armes et la guerre civile. Dans les années 570, environ 60 ans après la mort de Clovis, la Gaule connaît à nouveau la guerre. La guerre, la pire des guerres, la guerre civile entre Francs de Neustrie, emmenés par Chilpéric et Frédégonde, et Francs d'Austrasie, emmenés par Sigebert et Brunehaut. Se rendant coup pour coup, les choses s'enveniment encore plus quand les Neustriens ravagent Limoges et le Quercy, ce qui contraint les Austrasiens à recruter des Saxons comme mercenaires. Avec ces renforts, Sigebert prend l'avantage sur son frère en recevant le soutien de l'aristocratie. Mais convaincu qu'elle va perdre sa place si les choses en restent là, Frédégonde envoie 2 esclaves pour infiltrer les rangs de l'ennemi et fait assassiner Sigebert. La conséquence est terrible pour l'Austrasie. Sans son roi pour gouverner, le royaume est traversé par une crise politique qui profite à l'ennemi. La situation se retourne alors complètement en faveur de la Neustrie. La ville de Paris est assiégée et Brunehaut est capturé. Pendant quelques mois, la reine, qui avait réclamé justice pour le meurtre de sa sœur, est même détenue en prison, à Rouen. Bien sûr, elle prépare déjà le coup d'après dans sa cellule. Son fils de 5 ans a pu s'échapper, discrètement. Il est proclamé roi par ses fidèles. Le royaume ne s'effondre donc pas après la perte du souverain, l'occasion pour l'Austrasie de rendre la monnaie de sa pièce à la Neustrie. Car si Chilpéric pensait tenir la victoire, la vengeance de Brunehaut porte un coup fatal à son prestige. En effet, son fils Mérové, issu de son premier mariage, est approché par la reine d'Austrasie quand elle sort de prison. L'adolescent serait tombé fou amoureux de la reine, ce qui l'aurait conduit à prendre les armes contre son père. Frédégonde, espérant favoriser son propre fils, Samson, issu du 2e mariage de Chilpéric, aurait fait tuer son beau-fils en secret. Malheureusement, Samson meurt à son tour de maladie peu de temps après, laissant la Neustrie sans héritier mâle. À cette étape de la guerre civile, c'est l'Austrasie qui semble avoir l'avantage. Brunehaut régnant régente jusqu'à la majorité de son fils, son ennemi juré Frédégonde a perdu ses enfants. En clair, la Neustrie doit trouver un prince pour succéder à son roi, sous peine de perdre la face aux yeux du monde.
Ainsi, dans les années 580, Chilpéric et sa femme font de nouveaux enfants pour sécuriser la lignée, mais Brunehaut les aurait fait assassiner les uns après les autres. En réaction, Frédégonde accouche d'un nouveau garçon, qu'on appelle Clotaire, dont elle conserve le secret de la naissance. En clair, le petit est placé dans une villa, et son existence n'est révélée à personne. Aussi, lorsque Chilpéric est poignardé par des espions de Brunehaut après une partie de chasse, et que Frédégonde est mise en prison suite à une révolte de l'aristocratie, l'enfant caché de Chilpéric est présenté au grand jour. Grâce à un accord avec la Burgondie, dont le roi se pose en protecteur du jeune garçon, Clotaire II devient le seul héritier de Neustrie. Brunehaut a donc manqué son pari, Frédégonde peut sortir de prison, et la guerre civile peut continuer. Pour autant, doit-on voir Frédégonde et Brunehaut comme des femmes de pouvoir cruelles et sans pitié? Car entre les meurtres et les pillages, déclenchés au nom de la Fède, les deux reines assurent aussi les régences de leur royaume. Par exemple, en 595, Brunehaut réforme profondément le système judiciaire en Austrasie. Comme nous l'avons dit en début d'épisode, en l'absence d'autorité centrale, les habitants sont à la merci de la justice des puissants. Avec une première réforme, elle renforce l'autorité des comtes, qui sont nommés directement par le roi, comme un défi à l'influence des aristocrates dans leurs sénats locaux. En clair, Brunehaut essaie de restaurer l'autorité de l'État sur les élites locales, ce qui finit par lui attirer des problèmes. Dans les années 590, la situation semble encore à l'avantage de l'Austrasie. Par un accord diplomatique de haute volée, la reine réussit à s'unir à la Burgondie, aux grandes dames de la Neustrie qui est isolée. Mieux, le fils de Brunehaut, Childebert II, désormais majeur, est reconnu comme le seul héritier des deux royaumes. Sur le papier, c'est donc un triomphe pour la régente qui enchaîne les paris et les victoires. Mais, ultime retournement de situation, Childebert II meurt empoisonné soudainement. On soupçonne bien sûr Frédégonde, dont les espions sont partout, ou bien la noblesse locale opposée aux réformes de la reine. Quoi qu'il en soit, ses petits-fils, Thierry II et Théodebert II, se font la guerre civile pour s'emparer du trône. La situation profite donc à Clotaire II, dont le royaume reprend les armes. En 613, comme l'Austrasie et la Burgondie sont ravagées par des guerres civiles internes, l'unique héritier de Neustrie saisit l'instant. Au cours d'une brillante campagne, il réunifie tout le royaume et prend toutes les capitales. C'est ainsi que pour la première fois depuis 50 ans, un seul drapeau flotte dans toutes les villes de la Gaule. Maintenant, faisons un bilan de la généalogie. Par sa victoire, Clotaire II fait échouer tous les plans de Brunehaut, car ses petits-fils sont exécutés ou meurent au cours de la guerre. Un seul mérovingien hérite ainsi du royaume de Clotaire Ier, lui qui avait déjà réunifié le territoire de Clovis. Finalement, c'est la reine d'Austrasie qui retourne en prison et qui sera torturée par le vainqueur. Frédégonde, quant à elle, est morte de vieillesse un peu plus tôt. Leur disparition met un terme à la Fède royale, le nom que les historiens ont donné à cette période de guerre civile. Maintenant, quels seront les défis de Clotaire II qui reprend un territoire ruiné et encore sous le choc? La loi salique étant toujours en vigueur, la prochaine division du royaume ne risque-t-elle pas de le plonger dans le chaos? Et si c'est le cas, alors les Mérovingiens vont-ils perdre le soutien des habitants qui les avaient soutenus jusque-là? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner pour ne pas manquer la suite. Merci à tous les tipeurs qui rendent ce contenu possible, et à très vite pour l'épisode 4.